présenter rapidement. Donc, je suis le colonel Régis Chamagne, retraité de l'armée de l'air. J'ai intégré l'école de l'air en 1977 après avoir fait maths sup maths spé. Et puis j'ai eu une carrière de pilote de chasse au sein de l'armée de l'air. Carrière qui s'est terminée par un commandement d'une base aérienne à Bordeaux-Mérignac. Et ensuite, mon propre chef, j'ai décidé de prendre ma retraite, de quitter l'armée de l'air pour faire d'autres choses. Et puis, comme testament de ma carrière, j'ai écrit un livre, L'art de la guerre aérienne, qui est un traité de stratégie aérienne. Je vais vous parler de la défense de la France, où va la défense de la France, et également de la place de la France dans le monde à travers un certain prisme, de façon assez sommaire et assez à grands traits. En liminaire, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une défense pour un État-nation. Pour un État, la défense est à un État ce que les défenses immunitaires sont au corps humain. Je parle sous le contrôle des médecins qui sont ici, parce que je sais qu'il y en a au moins 2. Le système immunitaire du corps humain occupe 6% des cellules de notre corps. C'est un système extrêmement hiérarchisé, extrêmement bien organisé. On y trouve par exemple un centre de recrutement et de formation. C'est le thymus. Si vous aimez les riz de veau par exemple, ben c'est ça. C'est le centre de recrutement et de formation des cellules de notre système immunitaire. On y trouve des soldats de première ligne, les leucocytes. On y trouve un centre d'analyse et de mémorisation des menaces, etc. C'est un système très bien hiérarchisé. 6% de nos cellules sont consacrées à nos défenses immunitaires. Si on ramène cela à la population française en âge de travailler, ça représenterait 2 700 000 personnes. Tout compris. La défense, l'industrie de défense, tout compris, ça ferait 2 700 000 personnes. Évidemment, nous en sommes loin et nous n'en demandons pas autant, mais il y a quand même un minimum si nous voulons assurer nos défenses immunitaires en tant que corps biologique France. Cela étant dit, voici le plan de mon exposé. Je vais commencer donc dans une première partie à parler de la défense française à travers les livres blancs, l'industrie de défense et quelques éléments sur notre armée. Ce ne sera pas exhaustif, mais j'ai choisi les éléments de façon suffisamment signifiante pour que, mis bout à bout, on comprenne bien où nous allons. Et enfin, dans une deuxième partie, j'évoquerai quelques considérations géopolitiques. Les livres blancs de la défense. Qu'est-ce que c'est qu'un livre blanc? Un livre blanc, c'est un document qui est écrit par le ministère de la Défense sur la demande du chef d'État, donc chef des armées, et qui sert à définir la posture stratégique de la France, la stratégie de défense de la France. Qu'est-ce qui justifie qu'on écrive un livre blanc? Eh bien, quand la situation a radicalement changé, que nous devons reconfigurer notre défense, notre esprit et notre stratégie de défense, pour 2 raisons principales, une raison endogène ou une raison exogène, mais un changement radical, de toute façon. Alors, dans notre histoire, nous avons eu 4 livres blancs. Le premier, en 1972, il s'agissait de prendre en compte le fait que la France s'était dotée d'une dissuasion nucléaire. Ce qui bouleversait considérablement notre propre donne, donc bouleversement endogène, qui nécessite de réécrire notre stratégie de défense. Qu'est-ce que c'est que la dissuasion? Je fais une petite parenthèse. Vous avez 2 postures stratégiques, la défensive et l'offensive. La défensive, c'est la posture stratégique normale, c'est la posture normale du dominant sur son territoire. Quand on est maître chez soi, que l'on ne cherche pas à faire causer d'ennui à ses voisins, on est naturellement, spontanément, dans une posture stratégique défensive. On est supérieur chez soi, on est maître chez soi, on est souverain, on est dans la défensive. Il y a donc cohérence entre défensive et supériorité. D'ailleurs, dans l'armée de l'air, la défense aérienne a pour mission d'assurer la supériorité aérienne. Il n'y a pas de couac sémantique. Ça va ensemble. L'offensive,
est une posture agressive qui vise à obtenir des choses que l'on ne possédait pas, soit des territoires, des ressources, pétrole, etc. Et la dissuasion dans tout cela s'insère un peu entre les deux, en ce sens qu'elle prend appui sur des modes d'action offensifs et terrorisants, la bombe nucléaire, pour renforcer une posture défensive jugée insuffisamment robuste. C'est donc fondamentalement une posture, un outil qui sert la défensive à travers la menace d'une offensive terrorisante. En 1972, la France avait donc acquis cet outil avec les Mirage 4 et la bombe AN-22, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et les missiles sol-sol balistiques du plateau d'Albion, donc les trois composantes. Il était donc nécessaire de réécrire, de repenser la stratégie militaire de la France. Deuxième livre blanc, 1994. Là, il s'agit de prendre en compte la disparition de notre ennemi supposé, l'URSS et le pacte de Varsovie, qui s'était effondré à partir de la fin des années 80 et jusqu'en 1991 et 12, le délitement de l'URSS. Là, c'est un changement extérieur, c'est un changement de paradigme géopolitique qui nous amène à revoir notre stratégie de défense, puisque l'ennemi réputé, qui devait nous attaquer massivement, etc., n'existe plus. Donc il faut revoir notre stratégie de défense, et cela justifie que l'on écrive un livre blanc de la défense. Ensuite, vient un troisième livre blanc en 2008, sous la présidence du néoconservateur américain Nicolas Sarkozy. Et ce livre blanc prend prétexte des événements du 11 septembre 2001 pour introduire dans notre stratégie de défense un espèce de flou conceptuel extrêmement dangereux. En particulier, il crée un continuum entre sécurité extérieure et sécurité intérieure, ce qui signifie qu'à terme, l'armée pourrait être employée pour mater le peuple, aux côtés de la police, éventuellement. Je vous rappelle que nous sommes dans une situation actuelle où ce serait possible. Quand je vois les militaires français dans les rues aujourd'hui, je me croirais au Chili en 1974. Donc ce flou conceptuel, en parallèle, la gendarmerie, donc organisme militaire, force de l'ordre militaire, passe sous le contrôle opérationnel du ministère de l'Intérieur, ce qui signifie qu'on opère un rapprochement de deux forces de police. Or, dans une démocratie, il faut deux forces de police distinctes, avec deux chaînes de commandement distinctes. Parce que si l'une fait défaut, on doit pouvoir s'appuyer sur l'autre. Une seule force de police, dans une démocratie, ça ne marche pas. Inévitablement, il y a une dérive possible vers une police politique. Et là, le livre blanc de 2008 introduit ce biais, introduit ce flou conceptuel et ce danger pour la démocratie. Quatrième livre blanc, enfin, 2013, on ne sait pas pourquoi. Enfin, le prétexte, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Nous n'avons plus suffisamment d'argent pour nous payer nos défenses immunitaires, donc on va sabrer dans les dépenses. Il y avait deux hypothèses au départ, l'hypothèse Y, l'hypothèse Z. Bercy essayait de promouvoir l'hypothèse Z, c'est-à-dire qu'on cassait quasiment tout, le porte-avions Charles de Gaulle était vendu à l'étranger, on fermait la moitié des bases aériennes, des régiments, etc. Et finalement, il y a eu des réactions à la fois dans le milieu politique et dans l'armée même, où un comité de lieutenants qui s'est appelé le comité, du nom de l'auteur de L'étrange défaite, Marc Bloch, comité Marc Bloch, qui a réagi. Et là, j'y ai vu comme une réaction justement des défenses immunitaires du corps biologique France. Donc finalement, cette hypothèse Y a été appliquée avec quand même des coupes assez claires dans le kit défense. Donc voilà.
Voilà pour ce qui concerne les livres blancs. Maintenant, je vais vous parler d'un autre aspect de notre défense à travers l'aspect industriel, en m'appuyant sur un rapport de la Cour des comptes du 9 avril 2013. Rapport de la Cour des comptes intitulé « Les faiblesses de l'État actionnaire d'entreprises industrielles de défense ». Que dit ce rapport? Dans un premier temps, la Cour des comptes rappelle les devoirs de l'État en matière d'industrie de défense. Je vous demande de bien retenir ces 3 points. La puissance publique, dit la Cour des comptes, doit concilier 3 préoccupations. Premièrement, assurer l'indépendance de la France en matière d'équipements sensibles, en particulier concernant la dissuasion nucléaire. Retenez bien ça, on va voir ce qu'il en est. Deuxièmement, gérer au mieux le patrimoine de l'État actionnaire. Retenez ça, on va voir aussi ce qu'il en est. Et troisièmement, préserver l'activité et l'emploi dans les régions concernées. Nous verrons également ce qu'il en est. La Cour des comptes commence par définir les enjeux en matière, par rappeler plus exactement les enjeux en la matière et les responsabilités de l'État. En gros, l'outil industriel de défense, c'est un peu comme des poupées russes. Vous avez 3 cercles, du cercle central stratégique au cercle extérieur. Le premier cercle concerne les activités industrielles relevant d'une souveraineté exclusive. Souveraineté exclusive. Ça concerne 3 domaines. Premièrement, la dissuasion nucléaire. Deuxièmement, la cryptologie gouvernementale, c'est-à-dire le chiffre, le codage, le cryptage des messages gouvernementaux. Et troisièmement, les systèmes informatiques stratégiques liés à la connaissance anticipation, c'est-à-dire le renseignement stratégique. Ces 3 domaines relèvent de la souveraineté exclusive de la France. Ensuite, deuxième cercle, il s'agit des activités relevant d'une souveraineté partagée, c'est-à-dire, typiquement, ce sont les matériels conventionnels classiques, les chars, les bateaux, les avions, que l'on peut fabriquer en coopération avec d'autres pays, en particulier européens. On va voir les conséquences. Je vous dis tout de suite que nous avons bien fait de nous sortir du programme Eurofighter à l'époque et de construire notre Rafale en franco-français. Troisième cercle, enfin, ce sont les matériels que l'on peut acheter sur étagère. Typiquement, c'est les activités duales, informatique de bureau, petit calibre, fusil d'assaut, etc., munitions de petit calibre, que l'on peut acheter sur étagère. Voilà, les trois cercles concentriques. Et la Cour des comptes note qu'au fil du temps, il y a eu une dilution de notre souveraineté, et ce en plusieurs étapes. Pour illustrer cela, je vais prendre le cas de la société EADS qui est devenue Airbus. Au départ, nous avions une entreprise nationale d'État, l'aérospatiale, qui était le fruit d'une fusion entre Sud Aviation, Nord Aviation, enfin bref, plusieurs sociétés nationales créées après la Seconde Guerre mondiale qui ont fusionné pour donner l'aérospatiale qui a produit les premiers avions Airbus. En coopération avec d'autres pays européens, certes, mais majoritairement par eux. Il y avait une société française privée, Matra, qui avait également des activités dans le domaine aérospatial. On fusionne ces 2 sociétés pour créer Aérospatiale Matra, une société donc publique-privée franco-française. Et puis, assez rapidement, donc ça c'était le 15 février 1999, assez rapidement, on fusionne tout ça avec l'allemand Daimler Chrysler Aerospace, donc DASA, et l'espagnol CASA, pour faire EADS le 10 juillet 2000, un peu moins d'1 an après la première fusion. Que dit la Cour des comptes? Dans un précédent rapport de 2001, la Cour des comptes avait écrit « L'État s'est laissé placer en position de faiblesse face à Matra ». Premièrement, donc, l'État français n'a pas défendu les intérêts de la France et du peuple français dans la fusion publique-privée
aérospatiale avec Matra. Deuxièmement, les actifs français ont été sous-évalués par rapport à DASA. Donc l'État français, les responsables, n'ont pas défendu les intérêts de la France dans la fusion Matra, aérospatiale Matra avec l'allemand DASA en particulier et l'espagnol CASA. Et la Cour des comptes avait noté ceci: attention, il y a risque de délocalisation d'activités jugées stratégiques. Ça, dès 2001. Nous allons voir la réalité d'aujourd'hui. Donc on reprend. La société EADS était composée donc d'une tête bicéphale avec 2 sièges, un à Paris, l'autre à Munich. Le premier PDG a été français, ensuite le deuxième est allemand, Tom Wenders. Il y avait 4 branches, l'une concernant les avions de ligne, à Blagnac, Airbus, l'autre Eurocopter concernant les hélicoptères. Je fais une petite parenthèse, dans la corbeille de Marié, la France a apporté toute une gamme d'hélicoptères de plusieurs tailles très variées et performants. L'Allemagne a apporté un hélicoptère, le C-135, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est une daube. Voilà, ça c'est la corbeille de Marié. Nous on apporte une gamme complète d'hélicos, performants, avec un long savoir-faire. Les Allemands apportent un hélico sous-motorisé, une daube. Et aujourd'hui, on s'attend à des délocalisations de Marignane vers l'Allemagne et vers les États-Unis. Ça, c'est dans le tuyau. Hein. Nous sommes généreux. La 3e branche, Astrium, concerne les activités spatiales. Le siège est à Suresnes. Et la 4e branche militaire, Cassidian, concernait les activités donc, militaires et dont le siège était à Elancourt. En juillet 2013, on entend que EADS va changer de nom. Et sur France Inter, sur les grandes radios publiques et dans les grands médias publics et privés, on nous dit que finalement, c'est mieux parce que Airbus, c'est le fleuron de EADS, donc c'est plus vendeur, c'est plus porteur, c'est plus joli. Mais on ne parle pas de la restructuration qu'il va y avoir derrière. Seuls quelques journaux, en général des journaux locaux, osent en parler. Au 1er janvier 2014, donc, EADS devient Airbus Group. Le siège est à Blagnac. La branche avion de ligne reste Airbus, le siège est à Blagnac. Eurocopter devient Airbus Hélicoptère, le siège reste à Marignane. Et on fusionne Astrium et Cassidian, les branches espace et militaire, dans une seule division, Airbus Défense and Space, dont le siège est à Munich. Munich, la ville de la trahison. Qui commande? Le patron est un Allemand, Thomas Enders. Le chef de la division Défense et Espace est un Allemand, Bernhard Gerwert. Qu'y a-t-il sous cette chaîne de commandement? Le programme M51, missile balistique nucléaire tiré depuis nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le futur missile balistique nucléaire, souveraineté exclusive. Le satellite MUSIS de d'écoute électromagnétique, renseignement stratégique, souveraineté exclusive. Donc on a 2 outils qui relèvent de notre souveraineté exclusive et qui sont placés sous une chaîne de décision allemande, contrôlée par l'Allemagne. Alors vous allez me dire, bien sûr, il y a des Français là-dedans. Évidemment, il y a des Français, mais on sait très bien que dans une décision, le rôle, le poids du chef est supérieur, surtout quand il est allemand. Donc, voilà, 2 activités qui relèvent d'une souveraineté exclusive. Je continue. On apprend, donc ça c'était en 2014, que Airbus rachète une petite banque, la Salzburg München Bank, une petite banque bavaroise, qui renomme donc Airbus Group Bank, et Thomas Enders nous dit que c'est absolument génial, que ça va permettre à Airbus de traiter directement avec Bruxelles sans passer par les États,
que ça va lui permettre de traiter directement avec ses sous-traitants et avec ses relations commerciales sans passer par les États, et que donc il y a une émancipation d'Airbus à l'égard des États, et que ça c'est extraordinaire. Dans le même temps, Thomas Enders donne des leçons à Angela Merkel en disant que l'Allemagne ne dépense pas suffisamment d'argent pour sa défense. De quoi se mêle-t-il? Lui qui veut s'émanciper des États. Mais bon. Le Figaro du 17 septembre 2014 nous apprend que Airbus Group va se concentrer sur ces deux points forts, l'aviation militaire, les lanceurs spatiaux, ainsi que les satellites et les missiles. Donc, les points forts, le cœur stratégique de la société Airbus, c'est la défense et l'espace. Ça, on apprend fin 2014. On est content de savoir, surtout qu'au préalable, quelques mois plus tôt, en fin janvier 2014 de la même année, on apprenait ceci: les activités spatiales en France paient le prix fort de la restructuration du groupe Airbus, 1400 postes supprimés sur les 5800 licenciements au total, dont les 2/3 dans les activités spatiales. Tiens, c'est marrant. En septembre, ils nous disent que les points forts d'Airbus, c'est l'espace et le militaire, et peu de temps avant, quelques mois avant, ils licencient massivement dans le domaine de l'espace, en France. En France, pas en Allemagne. Dans le même courrier, on apprend que 213 suppressions d'emplois vont être effectuées à Saint-Médard-en-Jalles. L'ensemble des postes sont concernés, mais les ingénieurs sont particulièrement touchés. 2 fois plus de licenciements d'ingénieurs en proportion que sur les 5800 licenciements du total. Saint-Médard-en-Jalles, c'est l'usine où l'on fabrique, où l'on développe le missile M51, qui relève de notre souveraineté exclusive. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre la stratégie des Allemands et la non-stratégie de la France. La bêtise et la soumission. Je rappelle ce qu'avait écrit la Cour des comptes. L'État a la charge du maintien sur le sol national des emplois et des compétences nécessaires pour assurer d'une façon générale la pérennité de l'activité industrielle d'armement française, et j'ajouterai en particulier dans les domaines stratégiques. Alors, c'est un exemple, mais on peut aller rapidement voir d'autres sociétés. Le même processus de restructuration a eu lieu dans tous les branches d'activité industrielle militaire, avec la création de la société Safran par la fusion de Snecma, Sagem, Snecma qui fabrique des moteurs, Sagem qui fabrique de l'électronique, et puis plein d'autres petites sociétés. Bon, une société à peu près hybride. Hein. Au départ, l'État possédait un peu plus de 30% du patrimoine actionnarial. Aujourd'hui, il en est à 18%. Donc, ces chiffres, je les mets à jour en permanence. À chaque fois que je fais cette conférence, je remets à jour les chiffres. Et à chaque fois, ils baissent. Hein. Jamais les courbes ne se sont inversées. On va toujours, le sens, la direction est toujours la même. L'État se désengage progressivement. On apprend que le capital flottant monte. Alors le capital flottant, je ne savais pas ce que c'était. Je ne suis pas économiste et je ne m'intéresse pas à la bourse. Ce n'est pas mon truc. Et donc j'ai appris ce que c'était. Le capital flottant d'une entreprise, c'est la part des actions qui jouées au casino, qui n'appartiennent pas à des détenteurs institutionnels. C'est la part des actions qui passent d'une main à l'autre comme ça. Et les journaux économiques ultralibéraux nous disent que plus le capital flottant d'une entreprise est important, plus l'action est stable. Et donc ils se disent c'est génial. Ils ne disent pas que plus le capital flottant d'une entreprise est important, plus l'entreprise est vulnérable à une OPA ou à une attaque. Donc ça ne les intéresse pas trop. Thales, créé avec la fusion de Thomson CSF, Alcatel et Dassault Électronique. Vous vous souvenez, Thomson CSF, c'était cette entreprise d'État que Alain Juppé voulait vendre pour un franc symbolique.
au sommet, elle valait rien. Voilà. Donc là, elle est dans Thales. Aujourd'hui, Thales comprend, donc l'État est à un niveau, donc sans cesse en baisse, hein, un peu moins de 26%, le capital flottant augmente, et les Américains et les étrangers sont dans le capital de Thales. Donc c'est une entreprise qui n'appartient plus totalement à la France. C'est important parce que Thales a des parts dans DCNS, 35%. Donc il y a de l'étranger, dont l'américain, dans Thales, qui elle-même est dans DCNS. DCN, la direction des constructions navales, pour les gens de ma génération, c'était une industrie lourde et vraiment étatique. Hein. La DCN tire ses origines à l'époque de Colbert. C'est Colbert qui a développé les constructions navales en France. Et donc on avait créé un outil industriel extrêmement performant. Avant la Seconde Guerre mondiale, la France avait une marine exceptionnelle. Bon, elle n'a pas beaucoup servi, mais elle était d'une qualité exceptionnelle, grâce en particulier au chantier naval. Donc la DCN, qui avait dans son logo ces mots, l'expert des systèmes navals, commence par changer de nom, s'appelle DCNS, avec comme sous-titre Strength at Sea. Donc déjà, on ne parle plus français. C'est une société 100% française, mais on n'y parle plus français. Strength at Sea. Et aujourd'hui, les questions à l'après, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'État possède 64% des parts, 35% à Thales et 1% pour les employés et d'autres trucs. GIAT. GIAT Industrie. GIAT, pour les gens de ma génération, pareil, c'est vraiment une entreprise d'État, très lourde, qui a fabriqué les chars AMX, les véhicules d'année de l'avant, enfin tous les véhicules lourds de l'armée de terre, de notre armée de terre. On commence par restructurer très fortement GIAT. En gros, en l'espace d'une dizaine d'années, GIAT est passé d'un peu plus de 30 000 personnes à un peu moins de 5 000. Ils ont coupé tout ce qui n'était pas sexy pour un investisseur étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien vous dire que dans l'esprit de ces gens-là, Marianne est une prostituée qu'il convient de bien habiller pour la faire déambuler sur les trottoirs du CAC 40. Ce n'est pas notre grande république hein, pour ces gens-là. Donc GIAT, on commence par changer de nom. Une fois qu'elle a été bien restructurée, que c'est une entreprise sexy pour les investisseurs étrangers, on change son nom, on l'appelle Nexter. Ça ressemble un peu à une série américaine. Et là, ils achètent le groupe SNPE, Société Nationale des Poudres Explosives, bon, ça c'est cohérent, et privatisation. Sèche, là. C'est dans la loi Macron de l'an dernier. Nexter privatisé, entièrement. L'État a 0% des parts. Si le Figaro, ou Le Monde, ou Libé avaient titré « GIAT privatisé », il y aurait eu des levées de boucliers, en particulier chez tous les gens qui sont un peu sensibles à ça et qui connaissent un peu notre histoire. Nexter, personne ne sait ce que c'est. Et on sait que Nexter va fusionner avec KMW, Krauss, Mayfair et Weygand, qui est l'équivalent allemand de GIAT. Donc ce sera une tête bicéphale, a priori. Ce sera une holding sous le droit hollandais. Donc j'imagine que ce n'est pas un hasard. Vous avez une société franco-allemande qui va être sous droit hollandais, enfin bref, et totalement privatisée. Donc là, on est carrément à zéro. On voit bien que dans tout ce processus industriel, il y a un processus qui se répète. Il y a une matrice. D'abord, on privatise. On fusionne. On change de nom. Alors, avant ou après, ça dépend. Pourquoi on change de nom? Soit, moi j'y vois de raisons, il y en a peut-être d'autres. Hein. Soit pour faire oublier les turpitudes passées. Le Crédit Lyonnais s'appelle LCL. La Lyonnaise des Eaux, la Générale des Eaux ont changé de nom, ça s'appelle Vinci, Veolia.
l'UMP, pareil, enfin plein d'autres. Et donc on fait oublier l'étude passée, les comportements mafieux continuent, mais on a changé de nom, on s'est relooké. Soit pour préparer un mauvais coup, comme dans le cas de Nexter. Giat Nexter. Baisse de la part actionnariale de l'État, voire suppression complète, et hausse de la part du capital flottant. Actuellement, au ministère de la Défense, l'idée qui court est de ne garder dans les entreprises industrielles de défense qu'une part, qu'une action, le golden share. C'est-à-dire on garde une action assortie de conditions particulières, de droits de veto et ce genre de choses. Mais, que dit la Cour des comptes dans ses conclusions générales? Elle dit ceci: il existe un dispositif de contrôle, un dispositif juridique qui est l'article L151-3 du Code monétaire et financier qui permet à l'État de garder une certaine souveraineté sur les industries dont il détient des parts. Cela étant, ce dispositif n'a rien à voir avec le dispositif américain Exxon Florio qui lui permet aux États-Unis quasiment de faire tout et n'importe quoi, y compris de ne pas respecter les règles de l'OMC qu'ils imposent à tout le monde. Exemple, il y a une dizaine d'années environ, les Américains lancent un appel d'offres pour renouveler leur flotte de ravitailleurs en vol. Airbus gagne l'appel d'offres, hop, c'est arrêté, c'est annulé. On recommence tout, Boeing gagne, ok, c'est bon. Ça, c'est contraire à toutes les règles de l'OMC, mais nous sommes obligés de respecter les règles de l'OMC, évidemment. Que disait la Cour des comptes dans son rapport? Les préconisations de la Cour des comptes. Seul un niveau de participation actionnariale significatif de l'État dans les entreprises ayant une activité de défense permettrait de conserver un niveau adéquat de souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire? La Cour des comptes sont des gens bien élevés, ils parlent un bon français et ils sont très diplomates, surtout quand ils s'adressent à la puissance publique. Qu'est-ce que ça veut dire ça, cette phrase-là, écrite par ces gens-là? Eh bien, ça veut dire, vous, les responsables français, depuis tant d'années, vous êtes trop lâches, vous êtes trop veules, vous êtes trop soumis, vous êtes trop lamentables pour défendre les intérêts de la France. Il n'y a qu'une seule façon de garder notre souveraineté, un niveau comptable de souveraineté, c'est le rapport de force actionnariale. Un point, c'est tout. Tous les dispositifs juridiques du monde ne serviront à rien parce que vous êtes des lâches. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, ils le disent dans leur langage de gens bien, de hauts fonctionnaires. Mais c'est ça que ça veut dire. Les conclusions générales du rapport, je continue. La Cour des comptes note que l'État s'est mis en risque de perdre le contrôle de certaines activités industrielles nationales d'armement, qu'il s'est laissé diluer sans toujours obtenir en échange des contreparties équivalentes, on l'a bien vu, qu'il n'est pas toujours parvenu à arbitrer entre des intérêts parfois contradictoires et qu'il est parfois incapable de faire appliquer ces décisions par les responsables des industries qu'il contrôle. Vous vous souvenez des deux cercles, des trois cercles, souveraineté exclusive, souveraineté partagée, achat sur étagère. On va s'intéresser à la souveraineté partagée. En novembre 2014, on apprenait par Le Point qu'une crise encore discrète mais très sérieuse a surgi entre l'Allemagne et la France. Cette dernière refuse à la France d'exporter des matériels qui contiennent une part allemande dans leur fabrication. Il y a trois programmes qui sont concernés. La vente de missiles anti-chars Milan de nouvelle génération, dont la tête militaire est fabriquée en Allemagne. Alors le missile Milan, c'est un missile français. Quand on a développé la nouvelle génération, en bons Européens que nous sommes et en gentils voisins, nous avons proposé aux Allemands de fabriquer la tête militaire. Et on sait fabriquer les têtes militaires. Je veux dire, et encore de meilleure qualité que les Allemands. En électronique et en informatique, nous sommes meilleurs que les Allemands. Mais bon voisinage, soumission, je ne sais pas. Et du coup, c'est un prétexte pour que l'Allemagne refuse que la France puisse vendre ce matériel à l'étranger.
Un deuxième élément est concerné, les véhicules blindés à Ravis, dont le châssis est de fabrication allemande. Bon là, il faut bien l'avouer, en matière de châssis de blindés lourds, les Allemands sont quand même meilleurs. L'industrie lourde, ils sont bons. Et troisième cas litigieux, la vente d'hélicoptères Cougar, dont la boule optronique, à l'Ouzbékistan, dont la boule optronique est allemande. Une des boules optroniques, ça fait longtemps qu'on en fabrique, et elles sont de très bonne qualité. Et en plus, une boule optronique sur un Cougar, ça représente moins de 1% de la valeur de l'appareil. Mais ça suffit pour que l'Allemagne interdise à la France de les vendre à l'Ouzbékistan. Sur cette photo, je vous laisse deviner qui porte la culotte. Plus récemment, la vente d'Alstom, ce qui est un scandale absolument complet, autant sur le plan juridique, la façon dont ça s'est fait, que sur le fond et sur la stratégie, ou plutôt l'absence de stratégie française. Il y a un petit problème avec la vente d'Alstom, c'est que dans la société Alstom, il y a deux activités qui sont assez importantes. La première, c'est les turbines des bâtiments de la marine. Aujourd'hui, donc, les bâtiments de surface et les sous-marins français sont tenus par la volonté américaine de vendre des turbines ou pas. Puisqu'on a vendu Alstom qui fabriquait les turbines pour nos sous-marins et pour nos bâtiments de surface. Et Dieu sait si c'est important les turbines, parce que c'est un sous-marin, par exemple, un des éléments critiques d'un sous-marin, c'est sa signature acoustique. Donc la turbine, c'est ultra important. Et maintenant, tout ça, ça appartient aux Américains. Sympa. Un deuxième petit joyau qu'il y avait dans Alstom, c'est une petite société qui s'appelle Satellite Tracking System. Alors qu'est-ce que c'est? La France est le troisième pays au monde, avec les États-Unis et la Russie, qui dispose d'un système de surveillance de l'espace. C'est-à-dire que nous sommes capables de savoir tout ce qui traîne dans l'espace, tout ce qui est en orbite autour de la Terre. Les satellites, mais aussi des débris de fusées qui ont explosé, de lanceurs qui ont explosé à la mise en orbite, etc. Il y a plein de choses. Il y a je ne sais pas, des milliers d'objets en orbite autour de la Terre, dont beaucoup de débris d'explosions ou de choses comme ça. Et donc nous avons un radar bistatique, c'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur ne sont pas au même endroit. L'émetteur se situe sur l'ancienne base de Bois-les-Pennes, près de Dijon, et le récepteur sur le plateau d'Albion. Et ce radar regarde vers le haut. Il est associé à un système optique qui permet d'identifier ce qu'on voit, ce qu'on détecte. Et donc, le radar mesure la trajectoire de l'objet et, par calcul, anticipe quand et où le même objet va se représenter dans son champ de vision. La mécanique spatiale est quelque chose d'assez simple en théorie, sauf que dans le détail, c'est compliqué parce que le champ gravitationnel n'est pas homogène. Enfin bon, et puis il y a des frottements aussi à certaines altitudes, très faibles, mais quand même, qui perturbent les trajectoires, donc il faut recalculer en permanence. Et donc ça demande en fait une algorithmie assez pointue. Et c'est cette petite société qui faisait ce travail. Donc maintenant, elle est américaine. Voilà, pour l'industrie de défense, je m'arrête là. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je pense que c'est suffisamment signifiant pour vous donner une idée de l'état où nous en sommes. Je vais parler un peu de l'armée maintenant, à travers plusieurs éléments éparses. Le premier élément, c'est l'évolution des effectifs. Donc ici, on voit, je n'ai pas réussi à obtenir des chiffres plus récents, mais ici, on voit que depuis 2002, c'est le dernier appelé à quitter l'armée, donc c'est véritablement le début de l'armée professionnelle. Depuis 2002, les effectifs sont en baisse constante, et en particulier les effectifs militaires. Et la cible est de l'ordre de, je ne dis pas de bêtises, 24 000, je crois, à l'horizon 2019, au total. Bon, ça dit, ça a récemment légèrement changé avec la situation internationale, et en particulier le fait de devoir maintenir un Vigipirate renforcé. Donc ça s'est un peu atténué. Les réformes incessantes. Après la guerre du Golfe, ça a commencé. Donc moi, j'étais jeune lieutenant-colonel à ce moment-là.
Ça a commencé, les réformes ont commencé, les restructurations ont commencé, et se sont accélérées, et aujourd'hui, je crois que c'est encore pire. Hein. D'après les gens que je connais qui sont restés dans l'armée, enfin qui sont encore dans l'armée, ils me disent que c'est de pire en pire. Et quand j'ai construit cette conférence, il y a un copain qui m'avait envoyé une citation d'un certain Petronius Arbiter, qui n'est pas l'auteur du Satyricon, c'est un militaire qui a vécu au IIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà ce qu'il écrivait. Nous nous étions entraînés avec ardeur, mais il semblait que chaque fois que nous commencions à former une unité cohérente, nous étions réorganisés. Au soir de ma vie, j'ai compris que l'on tente à affronter une situation nouvelle en réorganisant, et que cette incroyable méthode crée l'illusion du progrès tout en produisant la confusion, l'inefficacité et la démoralisation. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une virgule à changer et que c'est à peu près l'état des militaires, de nos militaires. Un autre élément, l'évolution du budget. Là, nous voyons l'évolution du budget en francs constants. Depuis 1980, on voit que bon, il y a des évolutions, mais ça ne bouge pas trop. Donc on pourrait se dire, bon, ça va, c'est pas trop grave. Cela étant, il faut comprendre que dans le même temps, le coût des matériels militaires augmente considérablement. Et cette courbe est plus représentative, en fait, de ce qui se passe, parce que ça, c'est l'évolution du budget en pourcentage du produit intérieur brut. Là, on voit qu'il est passé de presque 3 à moins de 1,5. Et là, cette courbe représente beaucoup mieux nos capacités à renouveler notre matériel. Je me souviens quand je suis rentré dans l'armée, enfin quand je suis arrivé en unité de combat en 81, on disait qu'en dessous de 3%, les défenses militaires commençaient à être un peu faibles. Alors il faut comparer ce budget à d'autres masses budgétaires. En particulier, les 52 milliards annuels que la France paye aux banques sous le prétexte des intérêts de notre dette. Les banques, à 65, la dette française est possédée à 65% par des banques anglo-saxonnes. C'est l'instrument de la soumission des peuples. Les banques anglo-saxonnes, donc et d'autres organismes financiers, prélèvent sur le peuple français 52 milliards annuels. On n'en parle jamais de ça. Quand on vous parle d'économie, il faut faire des économies, mais ça, on ne le remet jamais en question. C'est le montant de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que les banquiers ont réussi leur coût. Ils prélèvent l'impôt sur les peuples, grâce au mécanisme de la dette et à l'usure. On va ajouter 8 milliards de différentiel entre ce que la France donne à l'Union européenne et ce qu'elle en reçoit. Chaque année, la France donne 22 milliards, elle contribue à hauteur de 22 milliards au budget de l'Union européenne, et en retour, elle en reçoit 14 sous la forme de la politique agricole commune ou bien de projets. Vous avez peut-être eu des projets dans votre ville avec des grands panneaux disant ici l'Europe investit pour vous. Donc vous avez le drapeau de l'Europe, vous avez le drapeau de la région, peut-être du département. Vous n'avez plus le drapeau tricolore. La République a disparu. On dit, bon, allez, voyez, l'Europe est généreuse, elle investit chez vous. On ne vous dit pas que c'est avec notre argent et qu'au passage, ils en ont piqué un tiers. Je m'adresse aux gens qui, pour être grands-parents, je vous propose un truc simple. Pour le prochain Noël, vous dites à vos enfants, si vous avez des petits-enfants, écoute, ma chérie ou mon chéri, tu vas me donner 300 €. Avec ces 300 €, j'achèterai pour 200 € de cadeaux à tes enfants. Et tu me remercieras et tu leur demanderas de me remercier. C'est exactement ce que l'Europe fait avec nous. Évidemment, vous serez d'accord pour faire un truc pareil. C'est exactement ce que l'Europe fait avec nous. En jaune, le MES, la contribution au mécanisme européen de stabilité. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de télécharger le traité sur le mécanisme européen de stabilité. Ça institue un système mafieux.
c'est un organisme qui, donc ça concerne la zone euro, c'est un organisme qui prélève de l'argent auprès des pays. La France s'est engagée à contribuer à hauteur de 127 milliards et elle a 5 ans pour abonder. Donc, il prélève de l'argent auprès des pays pour un budget de 700 milliards au total. Il place cet argent et il le prête quand les pays en ont besoin, sous condition. Il prélève de manière inconditionnelle, mais il prête sous condition, en coordination avec le FMI, la Banque mondiale. Bon, on a compris. Hein. Et ces gens-là n'ont de compte à rendre à personne. Il est interdit de les attaquer en justice. Il est interdit de leur demander des comptes. Ils sont sous le secret absolu. Et ils n'ont pas à respecter les lois des pays dans lesquels ils investissent de l'argent. C'est hallucinant. Quand ce projet était en préparation, je l'avais montré à un professeur de droit à Toulouse, l'université, il m'avait dit c'est pas possible, ça ne peut pas passer un truc pareil, c'est impossible. Je l'ai recontacté après, quand c'est passé, il ne m'a jamais répondu. C'est un système mafieux. Je vous conseille de le lire. C'est un peu rébarbatif, ça prend du temps, mais c'est absolument hallucinant. Voilà, donc on peut dire en gros en ce moment que la France paye un peu plus de 100 milliards d'euros d'impôts mafieux. Enfin un peu moins de 100 milliards, et il faudrait rajouter ce que coûte à nos entreprises et à notre service public les mesures imposées par Bruxelles, en particulier en matière de normes, etc. On a évalué que ça coûtait à notre économie entre 30 et 50 milliards d'euros par an. Donc vous voyez, il y en a de l'argent. Hein. Je continue un peu sur la dette. Voilà l'évolution de la dette. Donc en bleu, en pourcentage du PIB, et l'évolution du PIB en francs constants, et en rouge, attention, c'est une échelle logarithmique. Donc 10, 100, 1000. Bien. Ouais, c'est intéressant cette courbe parce qu'on s'aperçoit, bon, il y a eu le choc, il y a eu les guerres mondiales, il y a eu la crise de 29, et on s'aperçoit qu'après la Seconde Guerre mondiale, la dette diminue. La dette de la France diminue régulièrement. À cette époque, la France était exsangue. La capacité industrielle de la France était de 30% de ce qu'elle était dans les années 30. 70 000 ouvrages d'art avaient été détruits par les bombardements alliés. Des villes entières avaient été rasées, Dunkerque, Brest, Lorient, Rouen. On invente la sécurité sociale, on invente les retraites par répartition, et pendant les 15 années qui suivent, la dette diminue. Et on reconstruit le pays. Le général de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, a écrit qu'en 1945, il a demandé à des économistes d'évaluer le temps qu'il faudrait à la France pour retrouver une certaine vigueur industrielle et se rétablir, le temps qu'il lui faudrait pour se remettre debout. Et les spécialistes lui avaient dit au moins une vingtaine d'années, 15-20 ans. Elle a mis beaucoup moins de temps que ça à s'en remettre et la dette baisse. Elle se remet à monter à partir de 1973 grâce à notre ami Giscard, Pompidou, Rothschild. La loi qu'on appelait justement Giscard-Pompidou-Rothschild, qui a été reprise par le traité de Maastricht et qui est reprise par le traité de Lisbonne dans l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Que disait Maurice Sallet à propos de la dette, à propos de la création monétaire? Maurice Sallet, prix Nobel d'économie qu'on ne cite pas souvent. Toute création monétaire, écrivait-il, doit relever de l'État et de l'État seul. Toute création monétaire autre que la monnaie de base par la Banque centrale doit être rendue impossible, de manière que disparaissent les faux droits résultant actuellement de la création de monnaie bancaire. Par essence, la création monétaire ex nihilo que pratiquent les banques est semblable, je n'hésite pas à le dire pour que les gens comprennent bien ce qui est en jeu ici, à la fabrication de monnaie par des faux monnayeurs, si justement réprimée par la loi. Concrètement, elle aboutit au même résultat,
La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents. Là, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que la création monétaire est un droit régalien, tout simplement. Et que les banques privées se sont appropriées ce droit qui leur permet de peser sur les peuples, de contrôler les peuples, de contrôler les pays. C'est aussi simple que cela. Je referme la parenthèse sur la dette pour revenir à notre armée et évoquer un autre aspect qui s'annonce. Le ministère de la Défense réfléchit actuellement, c'est-à-dire qu'il prépare la privatisation de nos matériels sous des sociétés publiques-privées, de partenariats publics-privés, des sociétés de leasing qui nous loueront ce matériel. Tout le monde sait bien que la location est moins coûteuse que l'achat, hein. On le sait. Voilà, donc c'est pour bientôt. Nos chars, nos avions, nos bateaux seront la possession d'entreprises publiques-privées. On sait bien que le public-privé, dans le public-privé, c'est le public qui paye et le privé qui empoche les dividendes. Donc voilà, ces matériels nous seront loués en tant que de besoin pour l'entraînement ou pour les opérations par ces sociétés. Voilà vers quoi nous allons. Et c'est confirmé par plusieurs articles. Donc quand vous mettez tout ça bout à bout, je veux dire, un élément seul, isolé, c'est quelque chose. Mais quand on met bout à bout tous ces éléments, on voit bien où on va. Il y a des tendances lourdes. Professionnalisation. Baisse, c'est-à-dire que le soldat de l'an 2, ça n'existe plus. Une perte de l'esprit de défense dans la nation. Baisse régulière des budgets de la défense. Baisse régulière des effectifs, en particulier des militaires. Baisse régulière des moyens de combat. Démilitarisation du ministère de la Défense par le haut. En effet, de plus en plus de postes de responsabilités qui étaient tenus auparavant par des officiers généraux le sont aujourd'hui par des administrateurs civils, au prétexte que pour commander un stock de chaussettes, c'est pas nécessaire d'avoir un général. Eh bien, je suis désolé, c'est faux. Parce qu'un général, avant d'être général, il a été lieutenant. Et un général, quand il prend une décision, eh bien, il a dans la tête qu'au bout de la décision qu'il aura prise, il va y avoir une question de vie et de mort. Un administrateur civil, lui, il a sa calculette et point barre. Et je suis désolé, mais les chaussettes, c'est important. Demandez aux fantassins qui ont fait l'opération au Mali, qui se sont tapés 50 km par jour dans la rocaille en plein cagnard, si c'est pas important d'avoir de bonnes chaussettes et de bonnes chaussures. On démilitarise par les côtés, donc par l'externalisation des services. Tout ce qui n'est pas purement militaire est externalisé. Je suis désolé, une armée, c'est une cohérence. Il n'y a pas d'activité. Toutes les activités qui contribuent, qui concourent in fine à aller au combat, toutes les activités périphériques doivent être militaires, doivent être imprégnées de l'esprit de défense. On démilitarise par les moyens, on l'a vu, avec la création future de sociétés de leasing publiques-privées. Et on abandonne carrément notre industrie de défense. Bon, le tableau est sombre, mais on voit bien où ça nous mène. On voit bien le chemin où nous allons si nous ne réagissons pas. Ça, c'était l'idéal républicain. Le soldat en armes, le citoyen en armes qui défend la patrie républicaine, le soldat de l'an 2. Moi, c'est ça que j'avais dans la tête quand je me suis engagé dans l'armée en 1977. Et où allons-nous? Eh bien, nous allons là, des gros cons, nourris au hamburger et au Coca-Cola, qui font les kékous dans leur bagnole avec leur pétoire. C'est ça qui va défendre la France. Ça va être ça, nos défenses immunitaires. Voilà où on va.
Alors maintenant, je vais aborder la deuxième partie de mon exposé. Je vais parler de la place de la France dans le monde, c'est-à-dire un peu de géopolitique, sous un angle assez particulier, que j'ai choisi encore, je vous le dis, à gros traits, sous l'angle de la pensée du général Poirier. Le général Poirier définit ce qu'il appelle la stratégie intégrale d'État de cette façon. C'est la théorie et pratique de l'ensemble des forces de toute nature, actuelles et potentielles, résultant de l'activité nationale. Elle a pour but d'accomplir l'ensemble des fins définies par la politique générale. Elle associe les résultats des trois stratégies économiques, culturelles et militaires dans une unité de pensée et d'action qui combine leurs buts et leurs voies et moyens. C'est ça la stratégie intégrale d'État. Et les vrais États qui ont une vraie stratégie font ça. Les Russes, les Chinois, les Américains, pas les Français. Alors une stratégie s'appuie sur une puissance. Et donc je vais parler de la puissance de plusieurs pays, trois grands pays et la France à la fin. Sous cet angle-là, des trois pôles économiques, culturels et militaires. Alors au préalable, je vais faire une petite précision sémantique. La puissance, c'est une quantité d'énergie par unité de temps en physique. Donc, s'agissant de la puissance militaire ou de la puissance économique, cela a du sens. Parce qu'on est dans une lutte, on est dans une guerre économique ou militaire. S'agissant du rayonnement culturel, on ne peut plus parler de puissance, mais de rayonnement, justement. Parce qu'un rayonnement, c'est quelque chose d'intrinsèque. Un corps rayonne naturellement sur certaines fréquences. C'est une fréquence, un rayonnement, c'est une onde, un échange ondulatoire. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent j'entends dire que Coca-Cola, Hollywood, les séries américaines relèvent de la stratégie culturelle américaine. Non. Ils relèvent de la stratégie économique et de son volet culturel, ce qui n'est pas pareil. Un corps rayonne intrinsèquement. Quand la Chine était au fond du trou, au moment de la guerre de l'opium, ou au moment de la révolution en 69 de Mao, la révolution culturelle, le rayonnement potentiel de la Chine, de la civilisation chinoise, lui, n'a jamais disparu. Maintenant que la Chine revient dans le concert des nations, son rayonnement naturel, de corps naturel, rayonne. Son corps naturel rayonne, spontanément. Le jour où le dollar se cassera la figure, Coca-Cola, tout ça, ça va partir. Donc, tous ces aspects que l'on appelle de la stratégie culturelle américaine vont disparaître, donc ce n'est pas de la stratégie culturelle. Qu'est-ce qui rayonne aux États-Unis? Il y a des choses qui rayonnent. Il y a le jazz, la musique des esclaves. Il y a aussi la littérature, il y a des belles choses qui rayonnent. Mais pas le rouleau compresseur d'Hollywood, des séries américaines, ou de Coca-Cola et McDo. Donc je vais commencer par les États-Unis. Alors, d'un point de vue économique, les États-Unis sont une nation au bord de l'effondrement. Leur endettement est absolument colossal. Une personne sur 6 vit des bons d'alimentation, c'est-à-dire la soupe populaire. 90 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté. On estime que 80%, j'ai lu plusieurs articles, qui disent que 80% de la population américaine est au bord du seuil, de passer sous le seuil de pauvreté. Parce que ces gens-là n'ont pas d'épargne. Les Américains n'épargnent pas. Il y a une épargne quasiment nulle. Forcément, ils ont tout placé en bourse. Leurs infrastructures ne sont plus entretenues depuis environ les années 75. À New York, 40% des ponts sont interdits à la circulation. Il y a 3 ans, un pont s'est effondré et il ne faisait pas partie de la liste des 40%. Et à chaque fois que je fais cette conférence, enfin à chaque fois, souvent quand je fais cette conférence, des gens après viennent me dire ce que vous avez dit sur les infrastructures est rigoureusement exact. J'étais aux États-Unis le mois dernier ou l'année dernière.
Ce qui est grave, c'est que les centrales nucléaires non plus ne sont pas entretenues. Ça, c'est un peu plus gênant. Les États sont en faillite répétée. Donc les services publics des États, des districts, des comtés, tout ça, ça part. L'éducation, la police, les prisons, tout ça, on vide les prisons parce qu'on ne peut plus les payer. C'est un État en déliquescence sur le plan économique. La masse salariale diminue régulièrement et donc, je dis, un endettement monstrueux. Et j'ajoute que l'année 2016 va probablement être l'année de la fin du dollar en tant que monnaie mondiale d'échange, et en particulier pour ce qui concerne le pétrole. Pourquoi? Parce que la Chine et la Russie ont décidé de siffler la fin de la partie. Sur le plan militaire, c'est une puissance qui dépense énormément d'argent et qui est dans une fuite en avant extrêmement coûteuse et totalement inefficace. Par exemple, l'avion F-22, le Raptor, qui était qualifié d'avion de suprématie aérienne, c'était même plus supériorité aérienne, c'est la suprématie aérienne. Cet avion est un échec opérationnel et technique. Les choix techniques qui ont été faits sont calamiteux et cet avion n'a jamais été engagé en combat, en opération, sauf une fois, il a tiré 2-3 bombes en Syrie, point. Et après, on l'a rentré chez soi. Toutes les heures, 42 minutes de vol, il est victime d'une panne grave qui nécessite des semaines de dépannage. Il a été mal conçu. J'avais lu dans les années... en 1994, je me souviens, j'avais lu un article dans le magazine La Recherche où ils expliquaient les raisons de grands échecs industriels américains. Alors, ils avaient pris l'exemple du bombardier B-1B, du C-17, bon, qui n'était pas un grand échec, mais bon, ils l'ont corrigé après, et du cyclotron. Vous savez qu'à l'époque, les Américains avaient décidé de construire un accélérateur de particules qui devait être plus grand que celui du CERN. Un accélérateur de particules, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un tore, un truc circulaire avec des électroaimants qui accélèrent les particules chargées électriquement de façon à créer des collisions. Et plus le rayon est important, plus on peut accélérer les particules à des vitesses importantes et plus on peut avoir des collisions à haute énergie et donc comprendre la matière et connaître la matière voilà. Et donc ça a échoué parce que les bobines électromagnétiques n'étaient pas au rendez-vous. Donc ils avaient construit le tunnel, tout, et hop, il y a un élément du système qui n'était pas là. Et en fait l'analyse était la suivante, ils disaient quand ils ont un gros projet industriel comme ça, il y a du lobbying qui se met en place, chaque sénateur veut sa part du gâteau dans son État, si bien qu'il saucissonne le projet, mais il n'y a plus de pilote. Et les gens développent en parallèle, et quand on fait la jonction, souvent ça ne colle pas. Les logiciels ne collent pas entre eux, des trucs comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le F-22 et le F-35. Je reviendrai sur le F-35. Les programmes militaires qui ont bien fonctionné ces derniers temps aux États-Unis sont les programmes d'État, en particulier les Black Programs. Les programmes secrets, ils ont toujours dans le tiroir un programme secret, comme il y avait eu le SR-71 en son temps, le F-117, premier avion furtif à la fin des années 70, le bombardier B-2, ça ce sont des programmes qui ont fonctionné parce que c'est l'État qui a pris les choses en main et donc il y avait un commandement centralisé. Comme quoi, le public est plus efficace que le privé en la matière. Le F-35 est une catastrophe. C'est l'avion qui... Alors en plus, ils ont pris des otages avec eux, les Hollandais, les Australiens, c'est bien fait pour eux. Ils vont y laisser leur culotte. C'est un avion qui est un gouffre financier, c'est un programme qui est un gouffre financier absolu, et cet avion, sur le plan technique et opérationnel, est nul. Il remplit 5% des missions qu'il est censé remplir. Il se fait tirer en combat rapproché par le F-16, qui a 40 ans. Il est nul, il est mauvais. À tel point que l'US Air Force rachète en ce moment des F-15 et des F-16, et qu'elle a maintenu en service ces A-10, les vieux A-10 d'attaque au sol, parce que le F-35 est incapable de faire cette mission. Et le général qui qui dirige le programme F-35 a déclaré qu'en décembre 2016, une décision serait prise. Parce que s'ils continuent comme ça, ils vont y laisser leur chemise. Ils vont dépenser. C'est un puissant fond. Et pour un résultat nul. Donc, les Américains, dans leur quête, dans leur fuite en avant,
sont dans une impasse. Ils ont loupé la marche de la 5e génération d'avions de combat. Ils sont restés à la 4e génération, alors que dans le même temps, l'avion Rafale ou le Sukhoi 35 sont des avions qui fonctionnent, eux, qui sont opérationnels, qui fonctionnent bien, et qu'on l'on qualifie de génération 4++, c'est-à-dire un peu plus élevé que la 4e génération d'avions, tout en n'étant pas encore dans la 5e génération. Sur le plan culturel, eh bien, c'est la fin du rêve américain, que la population américaine vit au quotidien en ce moment. Qu'est-ce que c'est que le rêve américain? C'est je suis pauvre, je peux devenir riche, parce que l'Amérique me le permet. Plus de fric, plus de rêve. Terminé. J'avais vu sur Internet, parce que j'ai pas la télé, donc les trucs qui passent à la télé qui sont intéressants, je les vois sur Internet. Il y a quelques années, c'était juste après la chute de Lehman Brothers, peut-être 6-7 mois après. Ils avaient interviewé un Américain, un type de 70 ans, qui était obligé de se remettre à travailler parce que sa retraite ne lui suffisait plus pour vivre. Comme ils ont leurs retraites sont placées en bourse, hein, comme ce sont des retraites par capitalisation, la bourse s'étant effondrée, il ne pouvait plus payer, il n'avait plus assez d'argent pour vivre, donc il était obligé de bosser. Et la journaliste lui disait, est-ce que si on vous proposait, si on proposait un système où les riches paieraient plus d'impôts de façon à ce qu'il y ait une meilleure répartition, enfin une répartition vers les plus pauvres, et de façon à éviter ce genre de situation, est-ce que vous y seriez favorable? Et la réponse du type, je vous rappelle, 70 ans, il se remet à bosser, il répond, ah non, parce que si un jour je deviens riche, je ne veux pas payer pour les pauvres. La force de la propagande capitaliste, c'est impressionnant. Voilà, donc les Américains sont une puissance au bord de l'effondrement d'une façon générale. Je peux ajouter aujourd'hui que sur le plan militaire, ce n'est plus la première armée du monde. Ce sont les Russes. C'est l'armée russe qui a supplanté largement l'armée américaine sur le plan qualitatif. Et avec un budget, avec un investissement en défense environ 7 à 8 fois inférieur à celui des États-Unis. Je dirai pourquoi. On passe à la Chine. Alors sur le plan économique, on sait déjà le premier PIB mondial. La Chine, à partir de 2008-2007, a commencé à adopter une stratégie de sortie du système. D'une part, elle avait à l'époque 2300 milliards de dollars de réserves à travers des bons du Trésor, à long terme, moyen terme, court terme. Dans un premier temps, elle a commencé à se délester des bons du Trésor à long terme, continuer à acheter des bons du Trésor à moyen terme et à court terme. Puis elle s'est délestée progressivement, mais sur le long terme, tranquillement, doucement, si bien que l'an dernier, elle avait une réserve de 1300 milliards de dollars, elle s'était donc délestée d'environ 1000 milliards de dollars en 6-7 ans, ouais, 7 ans, 8 ans. Et aujourd'hui, elle lâche. Le point est arrivé où la chute du dollar ne causera plus d'effets négatifs sur sa propre économie. Et aujourd'hui, depuis le mois de novembre, je crois, elle lâche entre 100 et 150 milliards de dollars par mois. C'est-à-dire qu'elle a sifflé la fin de la partie. Il y a quelques années, on m'objectait quand je disais que la Chine creusait des tunnels sous la montagne de l'art et qu'elle s'apprêtait à créer une différence de potentiel qui lui permettrait au moment voulu de surfer sur la vague. On me rétorquait qu'elle était tenue par le dollar, qu'elle ne pouvait pas, que c'était je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Non, les Chinois ont joué très fin, ils ont joué au go, hein, ils savent faire, et ils ont creusé des dollars, ils y sont allés très doucement, et maintenant ils ont sifflé la fin de la partie. Ils sont à fond dans les énergies renouvelables. Ils forment massivement des ingénieurs, donc on atteint la masse critique, même si au départ les ingénieurs chinois étaient d'un niveau inférieur au nôtre. Aujourd'hui, avec la masse critique, ça n'existe plus. Ils ont créé une banque alternative à la Banque mondiale, la Banque asiatique pour les investissements en infrastructure, qui va probablement réussir à capter les investissements de la bulle financière
une partie de la bulle pour investir en infrastructure, en particulier dans la nouvelle route de la soie. Ils ont créé un système concurrent du SWIFT. Je ne sais pas si vous connaissez le système SWIFT, c'est le système informatique qui régule les échanges interbancaires. Ce système est américain et donc les Américains avaient le monopole sur les échanges, le contrôle des échanges interbancaires dans le monde. Au moment de la crise ukrainienne en Ukraine, dans le cadre des sanctions que les Américains ont imposées aux Russes, ils ont coupé de ce système, ils ont banni quelques banques russes. Du coup, les Russes se sont lancés dans leur propre système, ils ont créé leur propre système, et les Chinois aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, la cotation de l'or en Chine va commencer à la bourse de Shanghai au mois d'avril. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'or est maintenu à un niveau artificiellement bas. C'est la relique barbare, comme disaient les ultralibéraux. Sauf que non, ce n'est pas la relique barbare. Sur le long terme, ça n'a jamais été ça. Donc l'or est maintenu artificiellement à un niveau très bas par l'émission d'or papier qui ne correspondent pas à de l'or physique. Et je crois qu'en une journée, il y a eu 73% des bons d'or papier qui ont disparu. C'est la semaine dernière, en début de semaine. Donc les Chinois ont décidé de coter eux-mêmes l'or sur la bourse de Shanghai à partir d'avril, et en yuan. Et donc là, ça veut dire qu'ils ont dit, pareil, ils ont sifflé à la fin de la partie, on va revenir à un système où les choses ont du sens, où la valeur a un sens. La valeur de l'or doit avoir un sens qui correspond à la valeur de l'or, et pas un truc hors sol. Sur le plan militaire, ils sont en train de rattraper sur le plan technologique leur retard. En particulier, ils se lancent dans la construction d'une flotte impressionnante. Ils sont aidés en cela par les Russes. Il faut bien comprendre que depuis 2007, en 2007, il y a eu un G20 à Washington. En novembre 2007, Bush était encore président, Obama était élu, mais pas encore intronisé. Et les Chinois ont demandé à ce que le dollar ne soit plus la monnaie d'échange, des échanges internationaux, mais que le dollar soit remplacé par un panier de monnaie et de métaux précieux. Les Américains ont refusé, mais les Chinois ont pris date. En juin 2009, il y a eu le premier sommet des BRICS à Ekaterinbourg en Russie. À partir de là, ils ont commencé à coordonner leurs actions. Et depuis ce moment-là, on observe une cohérence entre les actions diplomatiques, militaires, économiques russes et chinoises. Enfin, une complémentarité, plus exactement. Je prends un exemple. Quand, le 3 septembre 2013, les Russes ont abattu 2 missiles balistiques américains tirés sur la Syrie, au-dessus de la Méditerranée, ont abattu grâce à 2 missiles antimissiles S-300 tirés depuis un navire russe dans la partie orientale de la Méditerranée. Quelques jours après, le président chinois a dit qu'il va falloir dédollariser l'économie mondiale. Je pense que ce n'était pas un hasard. Les Russes avaient manifesté un élément de supériorité militaire important, très important. Ils avaient démontré que leur système défensif était supérieur à la capacité offensive américaine. Dans la foulée, le président chinois prononce une phrase dans le domaine économique. Donc il y a à l'évidence une coordination de ces deux pays. Donc ils sont en retard de savoir-faire opérationnel encore. Les premières fois que je faisais cette conférence, j'estimais ce retard à 30-40 ans, mais ayant observé la rapidité fulgurante avec laquelle les Russes avaient rattrapé le leur, je parle en matière de conception des opérations, pas de conception, de l'intelligence. Si on compare ce qu'ils font en Syrie aujourd'hui avec ce qu'ils ont fait en Tchétchénie, il y a 2 siècles d'écart dans la conception, dans l'intelligence de l'opération. Et donc je me dis que là je ramène du coup le retard. Là, je pense que la Chine comblera plus vite que je ne le pensais au préalable. Donc la Russie développe aussi une alternative à SWIFT, je l'ai dit.
Ils ont en projet de faire un rouble or. Vous savez, la relique barbare. Les Russes, eux, vont faire une monnaie or. Un grand pays a une monnaie forte. Ça, c'est un invariant stratégique et historique. Donc, le rouble et le yuan sont ce qu'ils sont aujourd'hui, mais quand le monde sera stable au niveau géopolitique, pour l'instant, il est en plein bouleversement, mais quand il se sera stabilisé, le rouble et le yuan seront des monnaies fortes, parce qu'un grand pays a une monnaie forte. Un point, c'est tout. Donc, tous ceux qui vous disent le rouble, là, n'ont rien compris. Moi, je ne suis pas économiste, hein. Mais je sais quand les économistes disent des bêtises, parce que ça ne cadre pas avec les invariants géostratégiques et stratégiques. Donc il y a d'énormes échanges avec la Chine, qui se font dans les deux monnaies. Hein. Ils ont éliminé le dollar déjà dans leurs échanges, et non seulement entre eux, mais avec d'autres pays, les pays de l'OCS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, et les pays des BRICS. Et à partir de bientôt, dans les mois qui viennent, ils vont mettre en place leur propre cotation du pétrole à la bourse de Saint-Pétersbourg. Donc, la Chine va mettre en place la cotation de l'or. La Chine est le premier producteur d'or au monde et le premier acheteur. Elle va mettre en place sa propre cotation de l'or. La Russie va mettre en place sa propre cotation du pétrole. Ça veut dire que c'est la fin du pétrodollar et du dollar tout court. 2016 sera l'année de l'effondrement du dollar. Bon, l'euro va basculer avec, et nous, on est les bons toutous, prisonniers de ces gens-là, on va souffrir. Sur le plan militaire, donc, sur le plan militaire, on juge un arbre à ses fruits. La Russie a toujours été une puissance défensive, car ces pôles d'excellence en matière de matériel militaire ont toujours été dans le domaine de la défensive. La défense anti-aérienne, la défense aérienne, la défense côtière, la dissuasion nucléaire qui fait partie de la défensive. Et récemment, en Syrie, depuis donc fin septembre 2015, elle a montré que non seulement elle avait la supériorité défensive, mais qu'en plus, elle avait rattrapé son retard et même dépassé en qualité les capacités offensives américaines. En qualité, pas en quantité. L'opération syrienne est relativement limitée. Ils ont déployé une cinquantaine d'aéronefs au début, avions, hélicoptères compris. Bon, il y en a un peu plus aujourd'hui, mais ce n'est pas une opération d'envergure. Mais en qualité, ils ont démontré une supériorité sur les Américains, sur l'armée américaine. En particulier grâce à leur guerre électronique. En avril 2014, le 10 avril de mémoire, un bâtiment américain, un croiseur américain, le Donald Cook, est entré en mer Noire. Ce bâtiment était équipé du système de défense antiaérienne Aegis, qui, selon la propagande états-unienne, était le meilleur système au monde de défense antiaérienne, le NEC plus ultra, etc., etc., etc. Ce bâtiment a été survolé par 2 Sukhoi 24. Donc, je ne sais pas si vous voyez la tête qu'a un Sukhoi 24, c'est un avion des années 70 avec des entrées d'air carrées, donc bref, un truc qui a une signature radar monstrueuse. Et ces Sukhoi 24 n'ont pas été détectés par les radars du Donald Cook. Et ils ont fait plusieurs passes de tir simulées, pas directement sur le bateau, mais à distance de sécurité des canons quand même, pour être prudent. À la suite de cet incident, le Donald Cook est rentré dans un port en Roumanie, et je ne sais plus combien, je crois que c'est 26 ou 28 personnels d'équipage, dont le Pacha, ont démissionné. Ils étaient démoralisés. Ils pensaient avoir le meilleur outil du monde, et là ils voient des avions russes qui les survolent, il n'y a aucun contact radar. Donc les Russes ont développé des outils en guerre électronique qui font qu'ils sont supérieurs en tout. Je veux dire, dans mon livre de stratégie, je montre logiquement que la supériorité en matière de guerre électronique, d'information en général et de guerre électronique en particulier, est le préalable à la supériorité aérienne, qui elle-même est le préalable aux opérations de surface sur terre ou sur mer. C'est logique, en fait, c'est juste un raisonnement logique. Et ça se confirme.
Et donc là, depuis 2014, les Russes ont montré à une petite échelle qu'ils avaient la supériorité en matière de guerre électronique. Depuis, je pense que la production de ces conteneurs de guerre électronique est passée à une échelle beaucoup plus importante, parce qu'aujourd'hui, ils en ont équipé à peu près toute leur flotte, avions, hélicoptères, partout. Ils ont déployé quand même, ils ont réussi à déployer en Syrie une cinquantaine d'aéronefs sans être détectés un seul instant par tous les radars de l'OTAN en Turquie. Ils ont déployé, je pense qu'ils sont passés au-dessus de la Turquie, au nez et à la barbe, enfin dans l'Est quand même, hein, au nez et à la barbe des Turcs et de tous les radars de l'OTAN. Récemment, Tupolev 142 s'est approché d'un porte-avions américain, le Ronald Reagan. Bon, il a été intercepté par les chasseurs parce qu'il y avait des chasseurs en vol, mais il n'avait pas été détecté par le porte-avions, alors qu'il était largement dans son espace de détection. Le Tupolev 142, c'est un Tupolev 95 avec un système d'armes modernisé. Je ne sais pas si vous voyez le Tupolev 95. C'est un gros bombardier stratégique des années 50 avec 8 moteurs, couplés 2 à 2 avec des hélices contrarotatives. Donc il a 8 moteurs en 4 nacelles. Moi j'en avais intercepté un en 84. Je peux vous dire que la signature radar, le radar du Mirage F1 avait une portée de 60 nautiques à 59 nautiques. C'est vraiment un avion qui a une grosse signature radar primaire. Et là, il s'est approché du Donald Reagan sans être détecté, donc avec des conteneurs de guerre électronique extrêmement performants. Donc aujourd'hui, on peut dire que la capacité militaire russe est supérieure à celle des Américains, y compris dans le domaine de l'offensive. Certains généraux au Pentagone en ont pris conscience, pas tous. Il y en a encore beaucoup qui vivent de leurs rêves et de leurs fantasmes, mais la réalité, elle est là. Sur le plan culturel, eh bien, pareil, hein, l'âme slave n'a pas disparu sous Staline ni sous Yeltsin. La France. Sur le plan économique, la France est un pays en voie de destruction, programmée, et dont nos dirigeants, depuis une dizaine d'années, pilotent consciencieusement cette destruction, grâce à l'Union européenne. La France vit une désindustrialisation importante depuis 30 ans, à cause des articles 63 et 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en particulier, qui interdisent d'interdire les délocalisations. Elle vit un saccage de son agriculture, mais il y a des réactions quand même, hein, grâce à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et si le traité transatlantique se fait, ça sera pire, mais je pense qu'il y aura des réactions là. Un saccage des services publics par le biais de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la mise en concurrence obligatoire. Des politiques ultralibérales par le biais de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous connaissez cet article. C'est l'article qui impose les grandes orientations de politique économique, les GOPE. Chaque année, l'Union européenne écrit des recommandations pour chaque pays de l'Union européenne, que les pays sont tenus de suivre. Et à travers un processus donc, en fait, qui est piloté par la Commission européenne, c'est le Conseil qui émet ce document, mais en fait il est piloté par la Commission européenne qui tire les ficelles. Il faut lire l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sinon j'ai écrit un article sur cet article sur le site de l'Alliance pour une France libre. Un endettement, on a vu, plus de 2 milliards d'euros, grâce à l'article 123 du TFUE qui a repris la loi Giscard-Pompidou-Rothschild. Sur le plan militaire, bon, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai suffisamment parlé. Sur le plan culturel, tentative de destruction aussi, mais là encore, il y a des réactions. On n'enseigne plus l'histoire de France correctement en France, mais en parallèle, on observe que de plus en plus de livres sur l'histoire de France sortent en librairie. Donc il y a un espace, il y a quand même en France, en ce moment, une réaction des anticorps du corps biologique France. Cette réaction est disparate,
elle est éparpillée, elle n'est pas rationnelle. C'est une réaction biologique, épidermique, du corps France. Il faut organiser ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on a créé l'Alliance pour une France libre. Partout, il y a des initiatives, des gens qui s'offusquent de voir ce qui se passe. Il faut coordonner tout ça. C'est aujourd'hui l'enjeu. On détruit la langue, par le haut, par le bas, en imposant l'anglais dans les universités et les langues régionales. Donc en fait, on détruit le français. On dénigre systématiquement la France et le patriotisme dans les médias de masse. Être patriote quand on est israélien ou américain, c'est bien. Quand on est français, bouh, caca. C'est franchouillard, c'est ringard. Voilà ce que nous disent nos médias tous les jours. Mais, comme je le disais, on sent que ça bouge, on sent qu'il y a un réflexe de survie. La France, en tant que corps biologique, est menacée de disparaître. Et les cellules réagissent. Et il y a un réflexe de survie qui se met en place, qui est là, qui existe. Il n'est pas coordonné, il n'est pas rationnel, il n'est même pas pensé, peut-être, mais il est là. Moi, je le vois comme une réaction de survie. Donc, tout n'est pas perdu. D'autant que nous avons de bonnes infrastructures. Il a fallu 15 ans pour reconstruire la France après 1945. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures en bon état. Il faudra 3 ans pour remettre le pays sur pied. Quand on aura fini de payer tout ce que l'Europe nous impose, tout ce que l'Europe nous coûte, et quand on aura restructuré la dette, c'est-à-dire en gros, bon, combien on a emprunté, combien on a déjà remboursé, on supprime les intérêts de la dette, il nous reste le temps à rembourser. Je pense qu'en 2 ans, c'est fait. Donc tout n'est pas perdu. L'Alliance pour une France libre, c'est une organisation que nous avons créée à plusieurs. Donc tu en as parlé au début, qui a pour vocation d'être une plateforme d'échange où les gens, les associations, enfin les gens groupés en association ou pas, qui veulent se bouger pour sauver la France, puissent se retrouver, puissent avoir un espace de dialogue, d'échange, de façon à, on espère, recréer ce qui s'est passé en 1900 sous l'occupation avec le Conseil national de la résistance, qui a réuni des mouvements de résistance extrêmement divers et parfois politiquement contradictoires, autour d'un seul projet, d'un projet sacré qui était de sauver la patrie. Alors, puisque je parle de la résistance, j'ai oublié le bouquin que je voulais apporter. Mais je connais les trucs. Il y a un livre écrit par Henri Freinet qui s'intitule « La nuit finira ». Henri Freinet était capitaine en 1940 dans l'armée de terre, Saint-Cyrien, breveté de l'école de guerre, et il était dans une unité qui a été une des dernières à être faite prisonnier dans la poche d'Alsace, la poche des Vosges. Il s'est évadé tout de suite, assez rapidement, avec un adjudant-chef. Ils sont partis vers le sud, ont franchi la ligne de démarcation. Et puis il s'est présenté aux autorités militaires à Marseille, et voyant comment les choses tournaient, il est entré en résistance et il a créé, petit à petit, pièce par pièce, le mouvement de résistance Combat, qui, au moment de l'unification des mouvements de résistance, les murs, était le mouvement de résistance probablement le mieux structuré et le plus efficace et le plus opérationnel sur le plan militaire de tous les mouvements de résistance. Très bien structuré. Bon, il y a eu une infiltration du Parti communiste, mais bon. Henri Freinet est allé 2 fois à Londres. La 2e fois, on l'a empêché de rentrer en France, parce qu'il lui a probablement sauvé la vie. Et il a été nommé ministre pour les prisonniers de guerre par le général de Gaulle dans le gouvernement provisoire d'Alger. Et en 1943, le général de Gaulle vient dans son bureau et il lui dit, Freinet, ou il le convoque,
Et il lui dit, Freinet, un des plus beaux fleurons de notre marine nationale nous a rejoint, en train de nous rejoindre, c'est le Richelieu, un cuirassé, Richelieu, qui est végété dans le port de New York pendant toute la guerre. Il lui dit, ces marins ne doivent pas être très fiers d'avoir été dans la naphtaline pendant 3 ans. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe en France. J'ai pensé que vous pourriez aller les accueillir. Freinet se rend donc sur le Richelieu. Il passe la passerelle, est accueilli par le pacha, et il s'adresse aux officiers du Richelieu. Et il leur dit ceci. Pour la première fois dans l'histoire, les officiers ont eu à choisir entre leur devoir d'obéissance, qui est la loi du soldat, ou ce que les conditions imposaient à la conscience de l'homme libre. Vous avez choisi la première voie, j'ai choisi la deuxième, etc., etc. Et ensuite, il leur raconte un peu la résistance en France. Il est possible que, dans les temps qui viennent, les militaires français et plus généralement les fonctionnaires, en particulier ceux qui détiennent une part de la violence légitime d'État, aient à choisir entre leur devoir d'obéissance et ce que leur dictera leur conscience d'homme libre au service de la patrie et du peuple français. Ceci conclut mon exposé, je vous remercie.